Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast qui vous aide à prendre soin de votre santé physique mais aussi de votre santé mentale en vous partageant toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles et à l'approche globale des troubles de santé comme l'aspect psychologique et émotionnel. Après avoir eu les réponses à mes questions, j'ai souhaité partager avec vous mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver avec cette nouvelle interview qui en plus est avec une personne très spéciale dans la mesure où il s'agit de Laura, une de mes meilleures amies, et elle va nous parler d'un sujet que très peu de personnes connaissent. Et moi c'est elle qui m'a permis de découvrir justement ce sujet. Et je savais que ça allait être quelque chose qui allait beaucoup vous plaire parce que voilà, je sais que vous aimez découvrir des nouveaux aspects du corps humain, du fonctionnement, des impacts que ça peut avoir sur le physique, le mental, etc. Donc vous allez voir le sujet du jour, de toute façon vous l'avez déjà vu sur le titre de l'épisode, il s'agit des réflexes archaïques. Et vous allez voir que Laura a beaucoup de choses à nous partager. Et voilà, j'espère que ça vous plaira cet épisode. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou à nous laisser une petite note pour nous encourager, pour soutenir aussi le podcast. Je vous remercie par avance. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'enregistre une interview en présentiel avec la personne, parce que bon voilà, c'est mon amie, donc du coup on a fait ça toutes les deux chez moi. Et je sais pas si ça changera quelque chose pour vous, mais en tout cas j'ai trouvé cette expérience géniale. Bon allez, c'est parti, maintenant je vous laisse avec l'épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Coucou Laura et bienvenue sur le podcast. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, mais c'est une personne qui est très importante pour moi et ça me fait super plaisir de vous la présenter parce qu'elle a énormément de choses génialissimes à nous partager. Donc déjà, avant tout, est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton parcours et tes spécialités ? Bonjour tout le monde. Déjà, merci Marina de m'avoir invitée. Je suis trop contente d'être ici. Donc comme elle l'a dit, je m'appelle Laura, je suis maman d'un jeune garçon, bon d'accord, il a 9 ans, donc il est grand maintenant, et j'ai passé mon CAP petite enfance il y a maintenant plusieurs années, j'ai travaillé en crèche, et il y a peu de temps, j'ai passé mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants en VAE, parce que voilà, j'aime beaucoup les enfants et ce qu'ils nous apportent au quotidien. Et j'ai décidé de me spécialiser dans le sommeil parce que j'ai connu, beaucoup de déboires au niveau du sommeil. C'était difficile. Et je me suis dit plus jamais en fait. Si un jour je dois avoir un autre enfant, c'est mieux que je sache les bases. Donc je me suis formée sur le sommeil et je suis en train de me spécialiser sur ce que l'on appelle les réflexes archaïques, qui va être le sujet de ce podcast aujourd'hui. J'ai spoilé. Exactement. De toute façon, on allait venir justement à la question. Donc, qu'est-ce qui t'a... Non, je pense qu'on va déjà clairement dire, qu'est-ce que c'est que les réflexes archaïques ? Voilà, ça sera déjà plus simple. Alors, les réflexes archaïques, déjà, il faut savoir que tout être humain a ces réflexes qui, en réalité, vont déjà être présents in utero. Donc, dans le ventre de maman, on a déjà plusieurs réflexes. Les études ont montré que on a par exemple un réflexe qui s'appelle le réflexe de paralysie par la peur. Donc quand la maman rencontre un choc physique, le bébé va un peu se recroqueviller sur lui-même parce qu'en gros il va se protéger. Donc à la base, ces réflexes archaïques ont un but de protection et de survie de l'enfant. Après, ils vont intervenir pour l'accouchement parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que maman qui travaille, il y a aussi bébé, ça on ne le sait pas forcément. Mais le bébé va aussi aider lors de l'accouchement grâce à ces réflexes. Et ensuite, l'enfant va naître et clairement, ces réflexes vont lui permettre de vivre. Typiquement, le réflexe par exemple de la respiration, c'est un réflexe. La succion quand bébé est en train de téter pour manger, c'est un réflexe. Et puis il y a plein de réflexes qu'on a au quotidien qui s'appellent les réflexes de vie qui sont là toute notre vie.
Mais il y a aussi d'autres réflexes, donc ceux qui vont être archaïques, qui vont avoir un but pendant un moment précis et qui ensuite vont être intégrés par le corps pour ne survenir qu'en cas de danger. Et donc, ils ne doivent plus être présents. Et ces réflexes, d'ailleurs, sont testés à la maternité. Le fameux bébé qu'on porte pour qu'il marche, ou alors quand on met notre petit doigt dans le creux de sa main et qu'on se dit « Ah, regarde, il m'aime déjà !» Bon, désolé de vous casser dans votre délire, c'est juste parce que c'est un réflexe. Il peut pas faire autrement. En fait, le fait de leur présence à la naissance montre que il n'y a pas de problème neurologique. S'ils ne sont pas présents à la naissance, malheureusement, ça indique que potentiellement il y a un problème neurologique et c'est souvent à ce moment-là où on va creuser un peu plus et qu'on va s'apercevoir que il peut y avoir par exemple la trisomie 21 ou ce genre de choses. Donc ils sont vraiment très importants, mais il faut qu'ils soient intégrés, sinon ils vont nous gêner au quotidien malheureusement. Et c'est justement ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui, parce que je me doute que vous qui m'écoutez, qui nous écoutez, je ne pense pas que vous soyez des enfants, vous êtes des adultes, donc à moins effectivement que ça puisse vous parler si vous avez des enfants, mais ça agit également sur les adultes, oui. Donc on va en parler. Mais déjà j'avais envie de savoir, parce que c'est un domaine qui n'est pas connu, preuve en est, je n'ai connu ça que depuis que tu m'en as parlé, parce que je connaissais absolument pas ça, pourtant je suis une fan de tout ce qui va être lié avec le corps humain et comment il peut réagir. Et donc qu'est-ce qui t'a amené à te former et à te spécialiser au final dans ces fameux réflexes archaïques? Alors, je pense que la première chose, ça a été mon fils, forcément. Les enfants sont les déclics de plein de choses. Et en fait, j'ai été animatrice. Et j'ai vu des choses absolument aberrantes de maîtresses qui punissaient les enfants qui n'arrivaient pas à finir leurs devoirs avant les autres, donc qui n'avaient pas le droit d'aller à la récréation. Qui étaient disputées, où on mettait beaucoup les enfants dans des cases. Toi, t'es hyperactif, toi, t'écoutes rien, t'es pas concentré, toi, t'as un TDAH ou ce genre de choses. Et en fait, je me suis dit, c'est bizarre parce que quand on est enfant, on craint souvent les professeurs, on a peur d'eux, ce sont des adultes. Qu'est-ce qui fait que ils veulent pas, entre guillemets, faire ces efforts-là et réussir à écrire correctement, à pas écrire en brouillon et autres. Et puis un jour, une collègue à moi m'a parlé des réflexes archaïques. Elle m'a expliqué un petit peu tout ça, puis je suis très curieuse, donc j'ai cherché un peu plus. Et là, j'ai retrouvé mon fils sur plein de choses à l'école qu'il avait du mal à mettre en place, et je me suis beaucoup reconnue également. Et forcément, plus j'en lisais, plus je me disais, il y a telle personne qui a ça, telle personne qui a ça, mais telle personne, elle a ça. Et du coup, j'ai voulu me former, et je trouve ça passionnant. Et malheureusement, la France, on est vachement en retard par rapport aux autres pays, parce qu'il faut savoir que Canada, États-Unis, ça fait déjà un moment qu'ils sont formés sur ça, et que nous, ça doit faire peut-être une vingtaine d'années, peut-être 20-25 ans, qu'on en parle, mais qu'on n'en parle pas du tout assez, et c'est bien dommage. Je confirme, parce que comme tu as dit, moi je ne connaissais pas, et je pense vraiment que à moins d'être maman ou de s'intéresser à tout ce qui est éducation, tout ce qui est justement, tout ce qui tourne autour des enfants, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, si on n'a pas ce sujet autour de nous, je pense pas que c'est quelque chose dont on va entendre parler. Preuve en est, comme je t'ai dit, moi je connaissais pas du tout. Et justement, ces fameux réflexes archaïques peuvent-ils avoir un impact sur notre santé physique? Parce qu'au final, c'est quand même l'objectif du podcast, de parler de santé. Donc est-ce que ça peut avoir un impact déjà sur la santé physique? On parlera du reste après. Et oui, malheureusement. En fait, il faut savoir qu'il y a certains réflexes en fait, tout réflexe qui va pas être intégré correctement par le corps, donc qui va potentiellement être toujours présent dans la vie quotidienne, va créer un stress au système nerveux. Et on le sait, le stress, c'est pas bon pour le système immunitaire. Je pense que t'es bien placé pour le dire. Le stress chronique, on précise. Voilà, c'est ça. C'est pas bon pour tout ça. Et donc, ça peut créer des allergies, ça peut créer des maladies. Ça peut créer également, il y a certains réflexes, notamment au niveau des pieds, où du coup, on va avoir une mauvaise démarche. Donc, après, on a des problèmes de dos. Notamment au niveau émotionnel aussi, ça peut jouer. Enfin, il y a vraiment, ça joue sur tellement de points que oui, effectivement, moi c'est vrai que je me suis spécialisée pour les enfants et les mamans du coup, parce que j'accompagne aussi les mamans et les femmes, mais ça joue même à un adulte. Sauf que la différence de l'enfant, c'est qu'avec le temps, on apprend à compenser. Notre corps compense,
Mais la difficulté, c'est qu'après, on va avoir des tensions à certains endroits, on va avoir des douleurs qu'on n'aurait peut-être pas eues, on va se déclencher plus de stress encore. Enfin voilà, donc oui, une mauvaise intégration des réflexes peut jouer sur la santé physique, sur la posture, le côté cognitif, sur énormément de points. Et justement, qu'en est-il de notre chère santé mentale ? Ah là là, la santé mentale. Déjà, c'est un vaste sujet. Alors, on a certains réflexes qui, du coup, surchargent le système nerveux et qui, forcément, qui va provoquer du stress, notamment le réflexe de Moro, que j'aime bien appeler un peu un réflexe de survie, qui va être... normalement utilisé en cas de danger. T'as un tigre qui fonce sur toi, tu sais qui arrive tous les jours, finalement. Nous sommes très régulièrement attaqués par des tigres. Mais oui, bien sûr. Là, tu vas réagir, tu vas fuir. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que quand ce réflexe n'est pas intégré par le corps, il va y avoir des situations où tu vas fuir alors qu'il faut pas fuir, où tu vas être stressé, tu vas pas aimer les changements dans ta vie. Donc du coup, tu vas t'inventer des scénarios qui sont inexistants. Tu vas créer des plans A, B, C, D, E, F, et on sait que c'est pas forcément très normal de faire ça. Ou tu vas être ultra stressé pour un tout petit truc qui va se passer dans ta vie, ou voilà, ce genre de choses. Donc oui, le côté émotionnel, ça joue beaucoup. Dès qu'un réflexe est mal intégré, pas tous, parce qu'en fait, ça dépend. Par exemple, il y a le réflexe de parachute qui, lui, va jouer sur l'interaction avec les autres. C'est un réflexe, c'est celui qu'on utilise quand on tombe, on met nos mains devant. Mais c'est aussi un réflexe d'un point de vue émotionnel qui va faire qu'on va mettre des stops aux gens pour tout et n'importe quoi. Donc potentiellement avoir du mal à se faire de nouveaux amis, avoir du mal à rentrer en interaction avec les gens. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve souvent très seul. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Et il y a un moment où tu te poses des questions sur qui tu es, sur comment tu es, enfin tout ça. Et puis après, l'émotionnel prend, et puis voilà, ça te crée des déprimes, ça te crée des dépressions que tu veux pas avoir, et que malheureusement, tu as malgré toi. Donc ouais, en plus, ce que tu disais par rapport à se faire des plans, s'imaginer des choses, etc., anticiper, ça c'est clairement de l'anxiété. Aujourd'hui, on a un terme, on a un mot sur ça, ce qui touche beaucoup de personnes. Donc en effet, ça serait, ça peut être clairement une cause, et donc forcément, qui dit... réflexe après réintégré, très potentiellement on peut agir dessus, mais justement comment savoir si on a un problème de réflexe mal intégré ? Alors aujourd'hui il y a plein d'ouvrages qui peuvent commencer à vous renseigner. Après moi je conseillerais toujours c'est d'aller voir un professionnel, quelqu'un qui est formé sur les réflexes, qui du coup pourra vous faire des tests pour vérifier les réflexes qui sont intégrés ou pas, parce qu'il y a plein de tests qui ont été mis en place. Et après, commencer ce qu'on appelle la réintégration, de par plusieurs petits exercices qui sont mis en place, des choses qu'on fait lors de la séance, et après des exercices qu'on met en place à la maison, parce qu'il faut savoir que pour réintégrer un réflexe, il faut compter entre 4 à 6 semaines. Ça prend du temps, parce qu'à la base, ces réflexes doivent être utilisés dans l'enfance, mais maintenant, il a été démontré que quand une personne n'a pas assez fait de 4 pattes, il y a certains réflexes qui ne se sont pas intégrés, que par exemple, quand... une maman a été beaucoup alitée, comme ça c'est beaucoup le cas de nos jours, on est très médicalisé dans tout ce qui est naissance et tout, malheureusement c'est pas si bon que ça pour les enfants, enfin pour les enfants et les adultes, puisque finalement les réflexes qui s'intègrent pas quand on est petit, ils vont pas plus s'intégrer plus tard, sauf si vous êtes quelqu'un qui marchait beaucoup pieds nus, qui allait beaucoup dans la nature, qui grimpait aux arbres, je sais pas si vous faites ça chez vous. Perso, moi je fais pas ça, après vous faites comme vous voulez, mais bon. mais voilà, je me suis perdue dans mes mots. Non, mais voilà, que clairement, si c'est pas intégré à l'âge enfant, ça va être très compliqué de l'intégrer à l'âge adulte, et d'autant plus que en tant qu'adulte, on a tendance à de plus en plus réprimer les choses, à s'adapter, parce que le corps il est spécialiste pour s'adapter, sauf que c'est pas toujours dans le bon sens, parce que au final ça nous enferme dans certaines choses, mais par contre il existe des possibilités de venir réintégrer, alors certes du coup enfant,
et adulte. Et d'ailleurs, ça prend plus de temps enfant ou adulte? C'est pareil pour tout le monde. Ok. Ça va être plus... Il n'y a pas d'études, il n'y a rien qui montre que comme on est adulte, ça va prendre plus de temps. Disons que c'est la régularité qui va permettre une meilleure intégration parce qu'il va falloir mettre en place à la maison des petits exercices, des petits jeux de brain gym ou ce genre de choses qui vont permettre une bonne réintégration. Mais si c'est bien respecté et que c'est fait régulièrement à la maison, que ce soit pour l'enfant ou l'adulte, il n'y a pas de changement. Après, la difficulté, c'est que quand on va beaucoup compenser, nous, en tant qu'adultes, il va falloir travailler sur ces compensations en plus. Alors que l'enfant, comme il n'est pas encore dans ce stade de énormément compensé, il aura moins de tension. Parce que moi, par exemple, ce que je conseille tout le temps aux gens qui viennent me voir en consultation, c'est de voir un ostéopathe avant pour enlever les tensions qu'il y a, parce que les tensions, malheureusement, va faire qu'il y aura que ça va prendre plus de temps, quoi, malheureusement. Ouais. Mais... il y a quand même entre 4 à 6 semaines. C'est quand on en a plusieurs à intégrer que ça devient moins rigolo. D'accord. Et du coup, alors déjà, je sais plus si tu nous l'as expliqué, mais voilà, c'est des tests qui sont donc physiques, hein, c'est quasiment que physique, les c'est tests. ça. Un peu comme quand vous allez chez votre ostéo ou quoi, qui vous dit regardez, mettez-vous debout, machin. Sauf qu'effectivement, il y a des petites manipulations à faire. Et c'était pas prévu, mais je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite liste des principaux réflexes, en tout cas, dont tu as bien travaillé, et justement des symptômes aussi bien physiques que mentaux, psychologiques, qui pourraient être associés, parce que je pense que ça serait intéressant, et les gens pourraient se dire ah ouais, du coup c'est peut-être ça, faudrait peut-être que je creuse. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns, peut-être les plus importants, et nous dire comment on les reconnaît, quoi. Avec plaisir. Un que je retrouve beaucoup, c'est le réflexe de Moro. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, quand vous avez bébé, vous allez le poser dans son lit, et là il écarte les bras et les jambes, on dirait qu'il a pris peur. Donc ça, à cet âge-là, quand ils sont petits, c'est totalement normal. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que quand on devient adulte et qu'on continue d'avoir ce réflexe, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'aime pas le changement, on se stresse très rapidement, on se fait plein de scénarios, on est très anxieux, on peut être hypersensible, on connaît, hein. Et du coup, c'est très gênant. Après, il y a le réflexe de paralysie par la peur qui ressemble un peu, qui va avec le réflexe de Moro, parce que souvent, c'est un peu une espèce de puzzle, les réflexes. On a le premier qui doit déclencher le deuxième, qui déclenche le troisième, etc., etc. Donc, le réflexe de paralysie par la peur, ça va être un petit peu ça. Ça va être des personnes qui ont beaucoup de mal à regarder dans les yeux, qui fuient le regard, qui ont une estime d'eux très basse, une confiance en eux, pareil, c'est très compliqué, qui doutent tout le temps, qui ont besoin de l'approbation des autres. Et là, c'est vraiment deux réflexes qui sont très sur l'émotionnel, qui jouent énormément sur l'émotionnel, qui vont avoir besoin à la maison, pour les enfants ou les adultes, parce que les adultes, on voit aussi, de tout le temps être un peu le centre de la maison. Il faut qu'on les regarde, sinon ils se sentent angoissés, ils ont l'impression de ne pas être aimés, ce genre de choses. Après, on a le réflexe de parachute, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand il n'est pas bien intégré, on va avoir du mal à dire non. Les fameuses barrières, on va pas savoir les mettre. On va accepter tout et n'importe quoi de tout le monde. Ou au contraire, on va mettre trop de barrières et du coup, on va littéralement se couper du monde parce que tout nous fait peur, parce qu'on ne sait pas comment rentrer en interaction, qu'on va être trop brusque, qu'on va trop dire ce qu'on pense sur le moment, quitte à blesser la personne qu'on a en face de soi. Après, on va avoir le réflexe d'agrippement palmaire, donc celui dont j'ai parlé tout à l'heure, où on met notre doigt dans la main du petit bébé et qui referme et on se dit qu'il nous aime très fort. Ça va gêner pour tout ce qui est écriture, et j'en parle pour les enfants, mais beaucoup aussi pour les adultes, parce qu'on voit des fois, les docteurs, ils écrivent pas bien. Je suis sûre que la majorité, ils ont un réflexe d'agrippement palmaire qui est bien présent. Voilà, on a l'explication. Mais du coup, ça va jouer sur la prise. Ça va être des gens qui vont déjà avoir du mal à écrire correctement, soit ils appuient trop sur la mine, soit pas assez, mais sur le lâcher-prise aussi. La main représente le lâcher-prise. Et ça va être des gens qui vont avoir du mal à lâcher prise, et notamment au moment du sommeil. Quand on sait pas lâcher prise, on n'arrête pas de ruminer, on n'arrête pas de penser, et du coup, on dort pas bien. Après, on a l'agrippement plantaire, qui lui est au niveau du pied. Et lui, ça va être déjà problème dans la posture. Parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient ce fameux réflexe d'agrippement
plantaire très présent et qui du coup soit marchait sur la pointe des pieds, soit marchait sur les talons, soit vers l'extérieur, l'intérieur. Du coup on le voit, ça crée des problèmes dans la colonne vertébrale parce qu'il y a tout un, il y a tout un dysfonctionnement qui se met en place. Les gens compensent et du coup plus tard ils vont avoir le dos voûté ou ils vont avoir des difficultés à marcher comme il faut, voilà, ils vont avoir des problèmes de dos, enfin voilà. Mais ça peut être aussi des personnes qui, comme ils ont du mal à avoir les pieds sur terre, vont beaucoup être dans la lune, vont penser à autre chose, difficultés de concentration, enfin voilà. Après, il y a aussi des réflexes, par exemple le réflexe tonique symétrique du cou. Donc celui-là, c'est quand les bébés, il va commencer à se mettre à quatre pattes, on le voit, il se met un peu, on a l'impression qu'il se balance, il est en train de se bercer. Eh bien, ce réflexe-là, ça va être le réflexe un peu des hyperactifs. On ne sait pas se poser, on est tout le temps en train de bouger, on a des difficultés de concentration, des difficultés à écouter les consignes. Quand on s'assoit, on ne peut pas s'asseoir correctement sur une chaise parce qu'en réalité, on a trop de tension qui se crée dans le corps. Donc ça va être, on va mettre notre pied sous notre fesse, enrouler les pieds autour de la chaise. Là, je suis sûre que tout le monde se reconnaît à l'école. Ouais. Ou tu t'allonges à moitié sur ta table et on te dit mais tu peux pas te tenir droit. Bah oui, si je pouvais je le ferais, mais c'est juste que c'est pas possible pour moi. Et après il y en a tellement. Je pourrais vous parler du réflexe asymétrique du cou quand le bébé, ça je vais vous en parler parce que c'est le réflexe des maladroits et que je connais très bien parce que toute ma jeunesse on m'a dit mais Laura t'es tout le temps en train de faire tomber des trucs par terre, tu peux pas faire attention. Et bien en fait, c'est le fameux réflexe, on est allongé sur le sol, le bébé essaie d'attraper un jouet, je sais pas, à sa droite, il tourne sa tête, et en fait tout son corps suit. Sur le moment, tu te dis, pourquoi tu fais ça t'as juste besoin de l'attraper, t'inquiète. En fait, c'est parce qu'il le fait pas exprès. C'est comme ça qu'après, il va apprendre à se retourner, sauf que ce fameux réflexe, quand il est mal intégré, eh bien, fait que quand tu vas tourner ta tête, ton bras va venir avec. Et que si t'as une bouteille à côté de toi ou un verre, tu vas faire tomber le verre. Et là, ta mère te dit « Maman, j'espère que t'écoutes ce podcast. Pourquoi t'as fait tomber le verre ? Fais attention, ramasse-le. » Mais en fait, parce que tu le fais pas exprès. En gros, c'est ton réflexe qui te contrôle. C'est même plus toi qui réagis. C'est malgré toi que ça se passe comme ça. Donc, c'est très gênant. Il y en a plein d'autres. Sincèrement, il y en a 70 en tout. Il y en a qui jouent sur tout, comme j'ai dit, sur l'hypersensibilité, sur la posture, le dos voûté, le fait de mal poser ses pieds au sol, d'avoir des difficultés de concentration, d'être très stressé, d'être très angoissé, des difficultés de lecture aussi. Ceux qui ont mis énormément de temps à lire, par exemple, souvent c'est des enfants qui n'ont pas fait de quatre pattes. Parce que le quatre pattes, on ne le sait pas, mais c'est hyper important pour la lecture plus tard, pour l'écriture plus tard. Ça va être, on n'a pas les pieds sur terre, on rêvasse beaucoup, on vit dans un autre monde, on s'enferme dans notre maison parce qu'on est stressé de l'extérieur. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Difficulté d'écriture. La vision, eh oui, on ne le sait pas. C'est pour ça que je dis ça. Marina, elle porte des lunettes, tout ça, problème de vision. La vision, ça peut jouer sur la vision. Il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe de redressement de la tête qui aide à avoir une bonne vision globale. Sauf que ce réflexe, quand il te dérange, et on l'avait testé, et on avait vu qu'il te dérangeait, puis, eh bien, peut créer... En fait, on a du mal à bien maintenir sa tête pour lire comme il le faut, et du coup, après, on tire sur les yeux, et quand tu tires sur les yeux, après, t'as des douleurs et tout, et après, tu te crées des problèmes visuels. Que ce soit aussi bien donc myopie, que tous les problèmes visuels ou il y a vraiment des problèmes spécifiques, voir de loin, voir de près et tout. Tous les problèmes visuels. Ok. Oui, parce que moi de toute façon, je pense, je suis quasiment certaine que les miens de problèmes sont liés à la partie, je pense, psycho et somatique, clairement, parce que donc moi je suis très 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 myope et ce depuis la primaire. Mes parents sont myopes, on dit que c'est génétique, mais ils sont absolument pas myopes à mon stade. Et en fait, surtout qu'en général, à l'âge adulte, on dit tout le temps que ça se stabilise. Mais sauf que moi, ça continue de chuter, mais à une puissance phénoménale. Et je le sais au plus profond de moi que c'est lié à ça, donc je finirai par trouver la solution. On m'a recommandé un livre d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, mais il faudrait que... Bref, que quand je le lirai, je vous en reparlerai certainement. Mais du coup, c'est vrai que c'est bien de savoir ça. Et du coup, je sais que en tout cas pour ce qui était la myopie, après tout ce qui va être astigmatie et tout ça, je sais pas, mais
c'était vachement lié au fait de la peur du futur et donc de ce qu'il y a, de ce qui se passe devant. Donc je sais pas si ça te parle par rapport à ce réflexe. Alors, par rapport à ce réflexe, je sais pas, mais la peur du futur, on a vu le Moro. Ouais. Réflexe de paralysie par la peur, parce que finalement, on est tout le temps stressé, on a tout le temps peur de ce qui peut se passer, des changements, on a peur de pas pour tous et tout le monde, bien évidemment, je fais une liste, mais on rentre pas forcément dans toutes les catégories que j'ai citées, hein, des fois pas du tout, mais on a peur du futur en fait, on a peur de ce qui va nous arriver, donc si, ça m'étonnerait pas. Mais d'ailleurs, un test que... Alors, je crois que c'était Moro, mais je me rappelle plus. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà peut-être dû faire ce test. Parce qu'on dit, c'est souvent le test de confiance. Tu sais, celui où où vous avez quelqu'un derrière vous, une personne de confiance, normalement. Et en fait, vous êtes censé vous laisser tomber en arrière. Et normalement, la personne, elle va vous rattraper. Vous savez qu'elle va vous rattraper. C'est pas un inconnu dans la rue qui va vous lâcher. Non, c'est quelqu'un que vous connaissez, vous avez confiance. Et justement, en fonction de comment vous laissez tomber ou pas, y a ce fameux réflexe de Moro donc, qui est intégré ou pas. Moi, je me rappelle qu'effectivement, c'était impossible. Et je l'essayais avec pourtant mon mari, mon père, vraiment les personnes avec qui j'ai le plus confiance. Ma mère, je pense pas qu'elle m'aurait rattrapée, j'en sais rien, donc je sais plus si on l'a testé avec elle. Mais quoi qu'il en soit, je me rappelle que oui, c'est impossible encore aujourd'hui de faire ce truc-là, mais impossible. J'ai vraiment l'impression que je vais mourir si je me laisse tomber. Alors que non. Ouais, non, non. Mais c'est vraiment, comme tu dis, le corps, c'est un réflexe, c'est ça. Et c'est fou. Et ça, je pense que beaucoup se reconnaîtront là-dedans. Donc voilà, vous avez plein de façons de tester. Et franchement, ça c'est super et ça montre encore une fois à quel point le corps, il mémorise tout. Et comment aussi c'est bien fait. Et du coup, en fait, on se rend compte aussi, quand tu nous dis, en fait, ça se passe dans l'enfance, à quel point il est aussi important de laisser l'enfant aller à son rythme. Exactement. Parce que quand tu parlais du 4x4, il y en a beaucoup qui, faut dire ce qui est, hein, je suis pas maman, mais je peux imaginer, je vois que des fois c'est une question d'un peu de limite de compétition. Oui, mon enfant il a marché à tel âge, nanana, mais sauf que au point des fois de les forcer, on voit les trotteurs par exemple, les trucs où tu les mets, ça je sais que c'est super mauvais. Ah non, voilà. Ça c'est n'importe quoi. Et justement, explique-nous comment ça peut impacter sur tout ça. Alors, au-delà du fait qu'effectivement quand on utilise les trotteurs, quand on force un enfant à s'asseoir tout seul alors qu'il n'est pas prêt, d'un point de vue musculaire, c'est catastrophique parce que si l'enfant n'est pas prêt à s'asseoir seul, par exemple, c'est que son corps n'est pas prêt à s'asseoir seul. Donc c'est qu'il n'a pas la colonne vertébrale qu'il faut pour, c'est qu'il n'a pas les muscles qu'il faut pour, et c'est qu'il n'a pas intégré les réflexes qu'il faut pour. Si on laisse pas l'enfant évoluer à son rythme, malheureusement, il n'aura jamais cette possibilité de muscler les muscles qu'il faut en profondeur pour le coup, parce que c'est vraiment en profondeur, de solidifier les vertèbres qu'il faut et d'intégrer les réflexes qu'il faut, parce que c'est en faisant des tests, c'est en apprenant à se retourner, c'est en apprenant à ramper, la reptation, on ne le sait pas, mais c'est hyper important pour les enfants, mais les adultes qui vont être aussi après. Le 4 pattes, c'est hyper important. Et effectivement, comme tu le dis, on en est à une époque, alors je sais pas si c'est typiquement français ou pas, où il faut que ton enfant soit le premier. C'est-à-dire que les parents sont en continuelle compétition avec les autres parents finalement. Donc les premières questions, c'est comme pour les nuits. Il a fait ses nuits, il sort de la maternité, il fait ses nuits. Ah, il marche déjà à 9 mois. Est-ce que le mien, il a marché, il avait 10 mois, à 11, il courait. Enfin voilà. En fait, le fait que votre enfant marche vite ou fasse du 4 pattes vite, ça veut pas forcément dire que ça y est, il est au-dessus des autres enfants. Souvent, c'est même pas bon pour lui. C'est pas bon pour son développement qu'il aille trop vite. Après, bien sûr, si on voit que l'enfant a 18 mois et qu'il marche toujours pas, ok, peut-être que là, il y a des choses à vérifier. Mais au-delà de ça, moi, mon fils a marché à 9 mois. Aujourd'hui, je suis formée au réflexe, j'ai testé. Et il y a beaucoup de choses à refaire, là. J'ai un chantier. Donc non, c'est pas une bonne chose que nos enfants marchent vite. Faut les laisser avancer à leur rythme. Déjà pour tout ce que je viens de citer, mais même pour leur confiance en eux, pour l'apprentissage de leur corps et de leurs limites. Combien d'enfants ont tellement de limites à la maison, on leur dit monte pas sur le lit, fais pas ça, fais pas ci, et du coup ils vont carrément se mettre en danger parce qu'ils connaissent tellement pas leur propre corps qu'ils se disent c'est bon, ça je vais le faire tout seul, c'est facile, et en finale ils tombent et c'est direction l'hôpital. Donc
pour plein de choses, pour eux, mais aussi pour les adultes qui vont être, c'est hyper important de les laisser connaître et apprendre leur corps. En fait, quand on regarde les choses comme ça, on se rend compte à quel point ce système de compétition dès le plus jeune âge, alors déjà ça pousse au perfectionnisme, ça pousse à en faire toujours plus, à aller toujours plus vite, et le problème c'est que c'est un phénomène qui est déjà très problématique dans la société actuelle, qui nous pousse à, que ce soit par nos propres... en fait c'est nous qui nous imposons ça, ou aussi l'extérieur, le patron, la société, la famille, oui il faut faire des enfants machin, il faut faire ci, il faut se marier, voilà, en fait il y a des tout partout on est stressé à faire toujours plus vite, machin, parce que un tel a fait à tel âge, machin, et en fait ça c'est hyper problématique, et d'autant plus si ça commence finalement dès qu'on est petit. Et c'est vrai que moi ça me fait mal au cœur quand je vois ça, parce que tu te dis mais les enfants ils devraient pouvoir exister par eux-mêmes et suffire par eux-mêmes. C'est ça. Et on devrait leur apprendre ça, en fait, que quelle que soit l'étape où est-ce qu'ils sont, même si leurs camarades font ça peut-être mieux ou quoi, machin, mais déjà, parce que clairement, si on leur dit oui, c'est pas assez, comment tu veux qu'un enfant il ait l'estime de soi? Et alors, à l'âge adulte, c'est une catastrophe, parce qu'après, même pour le relationnel et tout, une personne qui n'a pas confiance en soi, qui n'a pas d'estime de soi, qui va tout le temps se rabaisser, qui peut du coup s'attirer dans des mauvaises relations, dans des mauvaises choses, etc., c'est pas bon du tout. Donc en fait, il faut apprendre à l'enfant, dès que vous pouvez, je pense que de toute façon c'est un travail après des parents d'aujourd'hui, maintenant qu'on a conscience de tout ça, de pouvoir faire comprendre aux enfants qu'ils sont suffisants, de même si ils ont fait un truc que selon vous c'est un peu nul, parce que voilà vous avez l'objectivité, je sais pas, mais il a fait un dessin, c'est des gribouillages, tu vois, tu vas dire oui super merci, non, tu vas encourager, etc. Mais en fait vraiment de leur montrer qu'ils suffisent, quand bien même à côté il y en a qui font peut-être mieux qu'eux entre guillemets, parce que en fait c'est clairement à cet âge-là que tout se matérialise dans la tête, dans nos croyances, dans nos comportements, dans nos fonctionnements, qui vont faire les adultes qu'on est aujourd'hui. Exactement. Et après, en fait, le truc, c'est qu'il faut pas mal d'années, des mois et des années parfois d'accompagnement psychologique pour pouvoir réintégrer justement des choses qu'on aurait dû intégrer étant petit. Donc voilà, ça c'est pour les parents. Et justement, donc toi t'es spécialisée dans le sommeil et justement aussi tout ce qui va être de par justement ton histoire et tout, mais tout ce qui va être aussi les troubles de l'attention, tout ce qui est autour de la scolarité, etc. Et qu'est-ce que tu... par rapport à ça, par exemple, c'est quoi que tu conseillerais aux parents? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, je pense, de stress aussi, parce qu'il y a aussi il y a les profs, enfin les maîtresses, voilà, qui vont mettre une pression. Et à côté, il y a peut-être aussi des fois certains parents qui se disent voilà, comme tu l'as dit, t'apprends pas assez vite, c'est machin, c'est nul, c'est pas bien, tu fais encore des fautes et tout. Parce qu'il y a aussi les problèmes, j'imagine, de tout ce qui est la dyslexie et tout ça. Oui. Ça joue sur la dyslexie, dysorthographie, enfin tous les 10 en fait. Alors je dis pas que ça peut régler le problème, une fois que t'as réintégré les réflexes, disons que ça facilite, même pour le TDAH, le TDA, quand on va permettre aux enfants qui ont ces troubles de réintégrer leurs réflexes, et bien du coup, il y a certaines choses qu'ils vont plus faire, ils vont peut-être être un peu plus attentionnés, un peu plus concentrés, enfin ça va les aider dans la vie quotidienne finalement. Et ça, t'avais une anecdote comme ça, je crois, dans un accompagnement que t'avais fait. Avec le trouble de TDAH ? Je sais plus si c'était ça ou si c'était une enfant, je crois, ou un enfant qui avait du mal à rester concentré, où il y avait quelque chose comme ça, non? Alors moi j'avais une petite fille en accompagnement, et en fait de ce que m'avait expliqué la maman, comment elle était et tout, je soupçonnais un Moro. Un réflexe de Moro, petite fille très introvertie, qui a beaucoup de mal à faire confiance, à s'extérioriser et tout. Et en fait, je vais chez elle. Donc je vais chez elle et tout, je fais le test du Moro, rien. Je me dis, c'est trop bizarre cette histoire. Je dis, ok, bon, je reteste d'autres réflexes, je commence la réintégration, je donne les petits exercices à faire à la maison, que maman fait très consciencieusement. Et plusieurs semaines après, maman m'envoie un message en me disant « Non mais je sais pas ce que t'as fait, mais je comprends pas, elle arrive à plus extérioriser ce qu'elle vit, elle est plus confiance en elle, enfin, elle a une meilleure estime d'elle et tout, et en plus de ça, tu sais quoi, elle se m'a dessiné, et super bien, alors qu'avant, elle dessinait pas du tout aussi bien. » Je lui dis « Ah ouais, c'est vrai, c'est cool et tout, vient le deuxième rendez-vous, et je refais les mêmes tests pour voir où ça en est. » Et là, le fait qu'elle soit chez moi, donc dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu, le Moro s'est déclenché. Et donc en réalité, je me suis rendu compte ce jour-là que
En fait, il y a des gens pour qui chez eux tout va bien, le réflexe va être intégré comme il faut, et aussitôt qu'ils vont sortir de chez eux, eh bien, il va y avoir des réflexes qui vont se déclencher automatiquement à partir du moment où ils passent le seuil de leur porte. Donc, je me suis dit, d'où l'importance de tester les gens, pas chez eux. D'accord. Parce que finalement, chez toi, tu connais, t'es sécuritaire et tout, et du coup, eh bien, ça te sécurise et t'as pas ce stress que t'as quand tu sors. Mais du coup, j'ai aussi vu que les petits exercices que j'avais donnés, qui sont souvent des exercices qui permettent d'intégrer plusieurs réflexes, avaient commencé leur travail sur le moro, puisque la maman me disait qu'elle était plus sûre d'elle et tout ça, qu'elle écrivait mieux, et aussi sur l'agrippement palmaire, malgré le fait qu'à la base, le réflexe qu'on voulait intégrer, c'était pas cela. Et pourtant, ça a commencé à travailler. Après, effectivement, j'ai eu d'autres enfants aussi. Pareil, troubles de l'attention. Enfants pas diagnostiqués hyperactifs. Parce que pour les médecins, c'était pas de l'hyperactivité. C'était juste un enfant qui avait besoin de bouger. La maman a mis en place le rendez-vous. Après, fait les petits exercices. Et effectivement, l'enfant a appris un peu à s'apaiser un peu. Malheureusement, j'ai pas eu de suivi, en tout cas pas pour l'instant, donc j'attends de voir s'il va y avoir, voir si ça se continue, mais c'est ce que je dis, il faut un certain temps. Souvent, c'est pas en un rendez-vous que tout va être réintégré, et puis souvent, on se rend compte que il y a un réflexe de pas intégrer, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, parce que on a été beaucoup dans une génération de fais attention, tu vas tomber, fais pas ça, et machin, et du coup, on bride beaucoup les enfants. Et voilà, et comme on l'a vu tout à l'heure, quand on les bride, ils découvrent pas assez bien leur corps. Et du coup, leurs réflexes ne sont pas intégrés. Mais il y a ça. Et après, je peux vous donner une anecdote sur moi. Il y a peu de temps, je vais chez la kiné, qui me demande à faire un exercice totalement basique. Donc, il fallait que je me mette à quatre pattes et en gros, que je lève ma main droite vers le ciel en le regardant mon index. Donc, je lève. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le réflexe tonique asymétrique, du coup, celui du maladroit qui n'est pas intégré. Et là, j'ai mes jambes qui partent toutes seules. Rigole pas, c'était pas drôle. Ah là là. Et je vous assure, cet exercice m'a paru tellement difficile. Mes jambes voulaient pas rester. Donc j'étais concentrée, mes jambes tremblaient en mode c'est bon, c'est moi qui commande. Je ne vais pas vous laisser partir. C'était trop difficile. Non mais tu sais, ça fait rire, mais en fin de compte, c'est pour montrer à quel point... Et tu peux même pas les contrôler quand ils sont pas intégrés, t'as pas le choix. C'est le corps, il décide et c'est comme ça, quoi. C'est ça, en fait. Ah, c'est fou. Et justement, est-ce que t'as eu d'autres, pas forcément sur l'attention, n'importe en fait, mais des choses qui t'ont dit, ouais, c'est fou, genre le résultat, tu vois, justement, en travaillant dessus, où tu vois vraiment que ça a été incroyable, quoi. Alors, j'ai une autre année, une autre histoire, ma maman. Alors... Maman, si tu m'entends, moi je pense que tu diras que ça n'a pas de rapport. Mais bon, en fait, ma maman, quand tu te formes, le premier truc que tu fais, c'est « Allô papa, maman, j'ai un test à vous faire faire, on se voit ce soir ?» Donc du coup, j'y vais. Et en fait, je teste 2 réflexes, donc le moro. Ouais. Et ce qu'on appelle l'étoile à 6 branches. Donc ça va vraiment être un réflexe de vie, en gros, qu'on va utiliser, mais ça qui va être présent toute la vie. Qui va faire que, pareil, ça joue sur l'estime de soi, la confiance en soi et tout. Et ma maman, elle a pas une très grande confiance en elle. C'est très difficile depuis toujours. Et je fais les 2 réflexes et bim, je tombe dans le mille. Ah, je pouvais pas louper le truc, j'en étais sûre en plus. Et donc, je commence à lui faire une réintégration qu'on appelle isométrique. Plusieurs semaines après, elle décide de se mettre au sport, elle commence à reprendre son alimentation en main et elle perd du poids et elle se met à fond dedans et tout. Alors, on peut se dire, bon, ok, c'est peut-être une coïncidence. Personnellement, je ne pense pas. Non. Parce que juste après, elle a commencé à refaire tout ça. Et puis, forcément, quand tu prends soin de toi, que tu arrives enfin à dépasser toutes tes croyances que tu t'es mis en tête, comme quoi tu peux pas faire de sport, que ça va être fatigant et tout ça, et ton estime de soi remonte. Donc voilà, elle avait une meilleure estime d'elle, elle reprenait confiance en elle. Et voilà, ça allait mieux, quoi. Après, il y a... je peux vous donner l'exemple d'un enfant qui souffrait d'énurésie, donc le fameux pipi au lit, qui, après 6 ans, on estime qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que ça peut être soit effectivement médical, où il y a un problème de vessie, une infection ou autre, soit on a 2 réflexes qui... psychosomatique aussi. Donc j'ai parlé dans l'épisode sur les émotions. Et il y a aussi, en plus de ça, il y a beaucoup de choses à travailler, dis donc. 2 réflexes qui se trouvent au niveau du dos,
qui sont aussi pour tout ce qui est hyperactivité, qui font que, en gros, et si vous avez des bébés, testez-le. En gros, il faut juste passer le doigt de chaque côté de la colonne vertébrale et on voit comment l'enfant réagit. Normalement, quand ils sont petits, ce qui se passe, c'est qu'ils se trémoussent, on dirait des petits vers de terre. Vous voyez pas, je montre à Marina des signes, mais... Et donc, en fait, quand ils sont tout petits, si on stimule ces deux endroits-là juste avant de changer la couche, eh bien, le bébé fait pipi et on peut changer sans se faire arroser. Parce que les petits garçons, quand tu les changes, que tu soulèves le siège pour remettre une couche, c'est là où tu dois jouer à l'esquive. Pourquoi ? Parce que leur dos a été stimulé. Et du coup, ils font pipi sur toi. Donc, faut le savoir quand on a un garçon, c'est très pratique. Sauf que, quand on est plus grand, qu'on dort paisiblement, que le drap vient stimuler le dos à plusieurs reprises la nuit, et que t'as pas intégré ce réflexe, tu vas faire pipi. D'accord. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de tester aussi les réflexes quand vous avez des enfants qui ont de l'énurésie pour vérifier si ça vient pas de ça. Bien sûr, on voit le reste, tout ce qui est, tout ce qui se passe dans sa tête, est-ce qu'il vit du stress et tout. Mais il y a aussi potentiellement ces réflexes-là qui peuvent le déranger. Et donc, cet enfant, je l'ai testé, et après une réintégration, eh bien, nous n'avons aujourd'hui plus de pipi au lit. Ouais, ok. Donc, il y avait aussi le côté psychique, je pense, mais en attendant, pour l'instant, il n'y en a plus du tout, donc on travaille dessus. C'est ça. Mais de toute façon, d'où l'importance, et c'est ce que je dis à chaque fois, de travailler sur toutes les pistes, parce que c'est rarement soit une seule chose, soit... En fait, ça peut être un mélange de tout, mais si vous pensez avoir tout testé, il y a des choses que vous n'avez pas testées, parce qu'on ne connaît pas, parce que... Comme je vous l'ai dit, moi, les réflexes archaïques, j'y connaissais absolument rien avant qu'elle m'en parle. Et effectivement, moi, je sais que ça a été très très complexe le début, et ce qui explique beaucoup de réflexes non intégrés, et ce qui explique beaucoup de choses qui sont passées après, mais aussi dans mon comportement aujourd'hui, que j'améliore avec justement ma psychologue. Mais voilà, il y a des choses qui sont là, ça permet de comprendre, mais il faut vraiment explorer toutes les pistes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois sur le podcast je vous parle de plein de choses, parce que ça vous donne justement les pistes, et c'est super important. Donc là voilà, comme t'as dit, une personne qui ne connaît pas le réflexe archaïque, elle va se dire mon enfant il fait pipi au lit. Il y en a en plus, c'est horrible, il y en a qui vont les punir, qui vont ça me fait mal au cœur. Je l'ai vu, mais tu te doutes bien que ton enfant il fait pas exprès, genre t'as pas envie de te faire pipi dessus, c'est pas du tout agréable, c'est ça. Non, c'est pas quelque chose, surtout des fois ça peut être même traumatisant. Donc non, c'est ça qui est intéressant, de se dire que tout a une explication, et même là par rapport à tout ce que tu disais sur les troubles de l'attention, sur voilà, sur plein de choses, et même après plus tard en tant qu'adulte, ce qui permet, je trouve, d'apporter déjà plus de bienveillance soit envers son enfant, soit envers soi-même, quand on sait que c'est dû à certaines choses, à des réflexes qui sont pas intégrés, que c'est pas de notre faute, genre c'est vraiment quelque chose qui est là, et voilà, on n'a pas pu faire autrement. Et ça permet d'être plus bienveillant. Et là où je rebondis, c'est sur ce que tu as dit, et effectivement moi je suis convaincue que c'est pas une coïncidence par rapport à ta maman, parce que déjà effectivement estime de soi et confiance en soi, ce sont deux choses différentes. On peut avoir l'une sans l'autre. Moi je sais que la confiance en moi par exemple, je l'ai toujours eu dans le domaine professionnel. Oui. Parce que dans les études, justement, tout ce qui était école, j'étais toujours une très bonne élève et tout. Ce qui fait qu'après, la suite, c'était professionnel. Et pareil, j'ai toujours une confiance en moi là-dedans, parce que je me suis toujours donné à fond, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et souvent, les résultats, du coup, étaient là. Donc déjà, il y a aussi après le côté personnel. Mais malgré une bonne confiance en moi sur un domaine, l'estime a été catastrophique. Comme je l'avais expliqué dans l'épisode sur mon bilan 2022. Et ce que tu disais par rapport à ta maman, c'est que à partir du moment où tu prends la décision de prendre soin de toi, c'est ça. Là on est sur, c'est pas de la confiance en soi, là c'est l'estime de soi, c'est le premier truc qui arrive avant la confiance. Et ça justement, c'est là que en fait il faut déjà de l'estime de soi pour vouloir aller mieux, pour vouloir prendre soin de soi. Et c'est comme ça qu'on va avoir une différence entre une personne qui prend soin d'elle et une personne, par exemple, qui va se mettre au sport pour perdre du poids, mais dans le sens pour perdre du poids, pour convenir à des normes de la société par rapport à ci, par rapport à ça, et qui se met une pression, qui le fait même pas pour elle et sa santé et son bien-être. Donc en fait, voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc oui, ça montre clairement
Et après ça lui a permis d'avoir de la confiance en elle, parce que c'est ça. plus elle faisait, elle voyait que justement il y avait des résultats, et que ce qu'elle faisait ça fonctionnait, etc. Et elle se sentait mieux, j'imagine, dans sa peau et tout. Donc là effectivement la confiance en soi elle est venue avec. Mais donc c'est fou de se dire que juste en travaillant sur un réflexe qui est lié à l'estime de soi, et ça, l'estime de soi, vous la construisez quand vous êtes enfant. C'est pas un truc adulte, c'est dans les premières années que vous êtes enfant. Et c'est un truc, et ça je pense on en parlera certainement avec la psy quand elle viendra très bientôt là sur le podcast, pour nous parler de l'enfant intérieur. Et en fait tout ça va être lié. Et donc non, franchement c'est super intéressant, et ça permet aussi de donner espoir pour les personnes qui ont du mal. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi, c'est quelqu'un souvent qui va aller dans l'auto-sabotage, l'autodestruction, qui peut prendre des formes différentes. Comme je l'ai dit, ça peut être sous forme de relations toxiques, aussi bien... Ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être tout ça, de s'enfermer dans des relations toxiques. Et pourtant on se dit mais je comprends pas, c'est toujours comme ça. Oui, mais en fait des fois c'est inconscient, en fait on a tellement une faible estime de nous qu'on va attirer entre guillemets ces choses-là. Ça peut être dans le mode de vie, le fait d'avoir une hygiène de vie qui va pas forcément être la meilleure pour notre santé sans pour autant être parfait, mais avoir conscience que voilà, notre corps c'est ce qui va nous porter toute notre vie. Donc il faut en prendre soin, sinon compliqué de pouvoir vivre correctement, de prendre soin aussi de sa santé mentale, comme je l'expliquais à chaque fois. Mais tout ça, mine de rien, en fait on a besoin de l'estime de soi, et donc ça se construit enfant. Donc voilà, si vous êtes dans le coin où vous avez vos enfants, d'ailleurs justement tu vas nous en parler, mais vous pouvez très bien faire appel à Laura pour faire tester, parce que voilà, comme j'ai dit, ça commence enfant, donc c'est vraiment important d'agir dessus, ou après de trouver un praticien qui est en réflexe archaïque. Mais justement, est-ce que tu peux toi nous expliquer en quoi consistent tes accompagnements, pour qui tu t'adresses, et comment ça se passe un petit peu globalement, comme ça les personnes qui sont intéressées elles sauront. Ok, alors moi je prends les enfants souvent en priorité malgré tout, après les mamans, parce qu'en fait je me suis vraiment rendu compte que quand les mamans sont bien dans leur tête, dans leur corps, les enfants ça suit étonnamment. Donc c'est pour ça que j'ai aussi fait le choix d'accompagner les mamans ou les femmes. En fait ce qui se passe lors d'une séance, c'est que je vais leur faire sous forme de jeu des petits tests. Donc le fameux tombe en arrière, je te retiens, pour le réflexe de Moreau qu'on a vu tout à l'heure, ou le fait d'allonger l'enfant sur le côté et de passer mon doigt de chaque côté de sa colonne vertébrale, voir s'il réagit, plein de petits tests comme ça. Et une fois que j'ai fait ces petits tests, que je vois quels réflexes ne sont pas intégrés, j'explique, alors là ça dépend de l'âge de l'enfant, mais j'explique un petit peu à l'enfant quelles sont les causes de cette non-intégration, qu'est-ce que ça va faire sur lui, Et après, je lui laisse en choisir un. Parce que pour le système nerveux, je peux pas tout réintégrer d'un coup, c'est pas possible. Ça, c'est dans tout, je crois. Hein. C'est ça. Parce que même une surcharge, c'est pas bon, quoi. Que ce soit en psy ou en ostéo, en chiro, tu peux pas tout faire. Donc, c'est ça. Donc il choisit celui qui le dérange le plus, en lui expliquant ce que ça a causé sur lui. Souvent, ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent arrêter. Et après, je fais ce qu'on appelle une intégration isométrique. Donc ça va être, en gros, je vais réapprendre au corps le mouvement qu'il a peut-être pas appris quand il était petit, en lui demandant de faire des petites choses avec résistance, sans résistance et tout ça. Et après, on fait des petits jeux qu'il va devoir reproduire à la maison. Donc ça peut être des bercements, ça peut être des petits jeux de brain gym, ça dépend des enfants. En fait, c'est en fonction de ce que je vois de l'enfant. Si c'est un enfant très actif, je vais sortir des sacs de grains et on va faire des jeux avec des sacs de grains. Si c'est un enfant calme qui aime bien être poupouillé, les petits massages et tout, je vais faire intervenir maman ou papa pour faire les petits massages et tout ça. Et après, les parents repartent avec des devoirs, en gros, à faire à la maison pour continuer l'intégration avant qu'on se revoie entre 1 mois et 1 mois et demi après. Je refais les mêmes tests pour voir si effectivement il y a eu des améliorations ou pas. S'il n'y a pas eu d'amélioration, souvent c'est que les exercices n'ont pas été faits. Et oui, les parents, on vous voit, on sait quand vous faites faire les exercices à vos enfants. Et après, on voit si les jeux que j'avais proposés à ce moment-là, ça a plu, ok, on continue sur ça. Si l'enfant en avait marre, je trouve d'autres choses. Donc voilà un peu comment se passe une séance. Ok, et de toute façon, moi je vous mettrai dans la description, comme d'habitude, donc le lien. Toi, t'es très active sur TikTok pour les amateurs, amatrices de TikTok.
Elle partage beaucoup, il y a beaucoup de questions et c'est vrai que tu es très très active dessus. Donc déjà, si vous voulez voir un petit aperçu. Et je partagerai du coup les liens pour voilà, les personnes qui souhaitent prendre un accompagnement avec toi. Évidemment que je te recommande à 1000% parce que je te connais très bien. En plus, c'est quelqu'un qui est passionné vraiment par les enfants, c'est-à-dire c'est sa vie littéralement. Elle a toujours tourné autour des enfants, même avant que tu sois maman au final. Oui, toujours. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est passionné, qui se donne à fond. Je la vois travailler moi, donc je sais très bien qu'elle est à fond dans ce qu'elle fait. Donc je vous la recommande évidemment à 1000%. Ce n'est pas parce que c'est une de mes meilleures amies, hein. Je suis quand même objective, je sais, je connais le travail derrière. Donc voilà, et est-ce que tu aurais justement, pour finir, on va arriver à la fin de l'épisode, est-ce que tu aurais un conseil à partager ou quelque chose voilà, que les gens ils peuvent déjà peut-être mettre en place chez eux pour, je sais pas si c'est possible d'améliorer un petit peu tous les réflexes en même temps avec des petits trucs, j'en sais rien, tu vois, mais voilà, un petit point pour finir tout ça. Marcher pieds nus, ça paraît bizarre, mais le fait de marcher pieds nus permet d'intégrer plein de réflexes au niveau des pieds. Les bercements, ça aide aussi, donc vous allongez tranquillement, je sais pas, vous regardez la télé, vous savez pas quoi faire, vous allongez tranquillement sur un tapis de yoga et vous allez replier vos genoux et en gros vous allez vous bercer de haut en bas. J'espère que c'est clair parce que quand on ne le voit pas, je sais pas si c'est ça. Ah si, mais en fait vous allez vous servir, parce que du coup moi je les ai fait, en fait vous allez vous servir de vos appuis sur les pieds. Et les fesses, en fait c'est les fesses qui vont bouger, les fesses qui sont sur le sol. C'est ça. Et vous allez vous aider avec vos pieds, avec vos mains au final pour vous tirer et vous repousser en fait. Vous bercer quoi. Vous verrez que ça sera assez naturel de toute façon. Mais c'est d'ailleurs rien à voir, mais ça me fait penser. Est-ce que du coup quand les enfants ils sont bercés, ça a un lien avec ça ou pas du tout? Ah oui. C'est pas dingue. Ouais. C'est qu'en fait depuis la nuit des temps, on met en place des choses totalement naturellement en tant que parents. Pour aider nos enfants à intégrer les réflexes. Du coup, moi je pense que Balou et Mowgli sont bien intégrés. Parce que même si c'est pas des enfants, j'aime bien les bercer. Ok, donc du coup, effectivement, oui, ça aide. Depuis toujours, on berce les enfants comme ça. Ouais. Parce que déjà, l'enfant a besoin d'être en mouvement. On le sait, hein. Un enfant, c'est pas fait pour rester sur une chaise, en l'occurrence à l'école. C'est fait pour bouger. Mais en plus, ça permet d'intégrer les réflexes. Et une autre question qui me vient, est-ce que t'as remarqué une différence de réflexe entre des enfants qui ont été allaités et des enfants qui n'ont pas été allaités? Oui, parce qu'il y a beaucoup de réflexes qui s'intègrent au moment de l'allaitement. Comme lesquels? Déjà, réflexe de la succion. Donc ça va être tous les réflexes qu'il y a autour de la bouche. Il faut qu'ils soient bien intégrés. Et moi, je le vois à la crèche, des enfants qui ont été allaités ou qui après ont le biberon. Ouais. C'est pas la même chose. Après, il va y avoir les réflexes au niveau des pieds. Souvent, on est embêté par les pieds de nos bébés parce qu'on a l'impression qu'ils creusent un petit trou dans notre ventre là pour remonter et pour bien attraper le sein. Et ça leur permet aussi d'intégrer les réflexes des pieds. D'accord. Et les réflexes de redressement de la tête également et donc d'allonger leur colonne vertébrale. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Réflexe des mains. Votre bébé, il va arriver, il va titiller votre épaule en train de malaxer et tout, parce qu'en fait, il est en train d'intégrer les réflexes des mains. Donc en fait, l'allaitement, c'est hyper important pour énormément, pour l'intégration de plein de réflexes. Et effectivement, il y a souvent une différence entre un enfant qui a été allaité et un enfant qui n'a pas été. Alors je suis pas là pour culpabiliser les mamans qui n'allaitent pas, hein. Après, c'est un choix personnel. Je suis juste là pour informer. Et voilà, et après, c'est pareil. C'est comme les enfants qui ont été déclenchés ou les enfants qui sont nés sans déclenchement. Les mamans qui ont été alitées ou qui n'ont pas été alitées, parce qu'en fait, l'être humain est fait pour marcher, pour être en mouvement, et comme on l'a vu tout à l'heure, les réflexes commencent à s'intégrer déjà dans le ventre de maman. Sauf que si la maman, elle est jamais active et qu'elle est tout le temps à ne pas bouger, l'enfant, il va pas être un peu ballotté, on va dire, et du coup, il va pas utiliser ses réflexes. Et du coup, forcément, il va moins bien les intégrer. Et le problème qu'on a actuellement en France, c'est que l'accouchement est hyper médicalisé. Ouais. On te donne de l'ocytocine que tu le veuilles ou pas. On te déclenche quand c'est pas nécessaire. Et tout ça, on utilise les ventouses et tout des fois. Et toutes ces choses-là, l'hypermédicalisation qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement, ça joue sur les réflexes. Et on le voit, il y a quand même de plus en plus d'enfants qui souffrent de TDAH, qui ont un trouble de l'attention, beaucoup d'hyperactifs, des enfants qui ont du mal à se poser. Enfin voilà, je pense que ça vient pas de nulle part. Oui, parce qu'il y a aussi, effectivement, on en discutait tout à l'heure entre nous, il y a aussi vachement l'alimentation, parce qu'il y a des additifs, on le sait, il y a des additifs, il y a les excès de sucre raffiné, tout ça.
ça joue énormément sur le cerveau, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est très régulièrement un tout. Et effectivement, je pense que il y a un tout là-dedans. Et oui, je rebondis, mais effectivement, il n'y a pas à culpabiliser. Là, le but, c'est de donner des pistes que, par exemple, que ce soit vous qui... enfant, je sais pas si vous avez été allaité ou pas allaité, justement, ça permet d'avoir des pistes, ça permet d'avoir aussi pour vos... si vous avez des enfants, voilà, si vous n'avez pas pu ou pas voulu allaiter, ça c'est un choix qui vous appartient complètement, mais au moins vous savez qu'il est possible de faire quand même ces intégrations de réflexes qui pourront justement permettre de réguler s'il y a problème, parce qu'il y a peut-être des fois ils s'intègrent très bien, voilà, où il n'y a pas de soucis. Donc voilà, c'est pas pour culpabiliser, c'est pour vous, comme elle a dit, pour vous informer et vous permettre d'apporter des solutions. Voilà, en général, je pense que quand on est parent, on cherche à faire au mieux et on se dit voilà, effectivement, j'ai pas pu, j'ai pas voulu, mais je souhaite quand même le bien de mon enfant, l'un n'empêche pas l'autre, et donc je vais quand même peut-être faire tester les réflexes pour voir si tout est ok ou pas, donc au moins ça vous donne des pistes. Donc du coup ouais, on est reparti encore là pour un tour. Mais du coup oui, ce que tu voulais nous dire pour terminer. Ah non, tu étais en train de nous parler de ce que tu pouvais faire à la maison. Donc voilà, on parlait des balancements et là je t'ai parlé du fait de balancer dans les bras et après de l'allaitement. Ouais. C'est ça. Et après la nature. La nature. Laissez vos enfants, en l'occurrence, marcher avec des chaussures fines pour qu'ils sentent les graviers sous les pieds. Et vous, pareil, hein, finalement. Parce que même nous, adultes, bon, on est des grands... On a tendance à se dire, maintenant, je suis adulte, non, je fais plus les trucs d'enfants, alors qu'en réalité, les enfants, ils ont raison. Enfin, on le voit sur plein de choses. Ils profitent plus de la vie. Enfin, bref, voilà, il y a plein de choses qui font que... Mais le fait d'être dans la nature, de jouer avec vos enfants, les petits cailloux et tout, peut-être... grimper aux arbres avec eux et tout, tout ça va être des choses qui vont permettre de réintégrer les réflexes, les massages aussi. Il y a beaucoup de réflexes qui sont qu'on réintègre d'ailleurs en tactile, parce que c'est aussi une façon un peu de créer du lien également. Donc les massages c'est très bien, et puis je pense que là on est bien, tactile, c'est bon. Bonne raison supplémentaire pour vous faire masser, hein. N'hésitez pas, allez-y, ça fait du bien pour tout, le physique, le mental, mais tout y passe. Donc faites-vous masser s'il vous plaît, au moins une fois par mois, prenez ce moment pour vous. Grave. Mais ou demandez à la personne, je sais pas si vous êtes en couple ou pas, de vous masser régulièrement si possible. Mais ok, super. Et s'il y a un petit mot pour la fin, si t'as quelque chose que toi peut-être aimé savoir plus tôt, ou un conseil pour que ce soit adulte, maman, pas maman, n'importe, tu vois, mais... Faites-vous confiance, voilà. Je pense je trouve qu'on est à une époque où on se fait pas assez confiance et on s'écoute pas assez, qu'on soit maman, pas maman, peu importe. On s'écoute pas assez et on s'oublie. On s'oublie beaucoup et du coup, il y a des fois notre corps va nous manifester des choses auxquelles on fait pas attention puisqu'on n'a pas le temps. Et donc, s'il y a bien une chose que j'ai appris dans ma longue vie, parce que je suis très âgée, vous m'entendez à ma voix. Au moins. Vachement. Et c'est hyper important de savoir écouter son corps et de pas forcément écouter ce que peuvent dire les gens. Même les personnes qui vous sont le plus proches. Merci, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Même les personnes qui vous sont le plus proches, parce que des fois on pense bien faire et on met des idées pas forcément top dans la tête des personnes qui sont en face de nous. Mais alors qu'on les aime à la folie, hein, mais ça n'empêche que voilà. Donc faites-vous confiance à vous et faites attention un peu à ce que vous écoutez autour de vous. Ouais, l'instinct, et et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça c'est lié au fait qu'on s'exprimait pas correctement. C'est ça. Petit, et que du coup on se retrouvait à devoir tout réprimer. Si on était en si on était en colère, non, il faut pas être en colère, machin. Et donc du coup on a appris à tout réprimer et à tout le temps se dire c'est pas grave, parce que c'est pareil à chaque fois qu'il se passe un truc, ou qu'un bébé il pleure, ou qu'un enfant il pleure, ou qu'il a une crise par exemple, mais c'est rien, c'est pas grave, ou comme c'est juste un jouet par exemple qui veut pas prêter ou quoi, ou qu'on lui a pris son jouet, on va dire c'est bon, il t'a juste pris ton jouet, c'est rien. Ça, mais en fait en tant qu'enfant il y a plein de choses qui se passent, donc ne pas minimiser en fait les émotions,
Et idem, ne pas minimiser vos émotions, qui sont souvent liées aux émotions de votre enfant intérieur. Idem, on y reviendra. Mais voilà, donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi, et ça rejoint de toute façon ce que je dis très régulièrement. Donc écoutez-vous, et la seule personne qui est la plus à même de savoir ce qui se passe à l'intérieur et ce qui est le mieux pour vous, c'est vous, clairement. Parce que, sauf si des fois c'est vos pensées limitantes, vos croyances limitantes, ça c'est autre chose, parce qu'au final c'est pas vous, c'est des parasites extérieurs, mais quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment capable, et je sais parce que moi j'étais quelqu'un, pareil, on en discutait tout à l'heure, mais qui ne s'écoutait absolument pas, qui n'exprimait absolument pas mes émotions, enfin je reviens d'extrêmement loin. Et pourtant, aujourd'hui, je suis à l'écoute du moindre petit signal de mon corps. Je sais quand il faut que je ralentisse, je sais quand il faut que j'aille me bouger, que j'ai besoin de me défouler, quand j'ai besoin de m'amuser, quand j'ai besoin de pleurer, quand j'ai besoin de choses peut-être plus, je sais pas, plus tendres ou quoi. Je sais, en fait, je connais mes besoins aujourd'hui. Mais ça, c'est un travail que vous pourrez faire que quand vous allez faire, bah, justement, apprendre à vous connaître, apprendre à... Et ça revient justement à... On sera le prochain sujet sur la partie psychologique, mais à faire ce travail-là aussi. Et si vous pouvez justement vous aider avec un plus, avec, en vous aidant, en intégrant les réflexes archaïques, en fait, voilà, vous agissez sur tous les plans, et ça, c'est génial. Donc, bah écoute, merci beaucoup, parce que je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. J'espère. Parce que comme je dis, je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont nous écouter qui ne savaient absolument pas que ça existait. Et donc je suis vraiment contente de pouvoir mettre ça en avant, et de pouvoir mettre ton travail en avant. Donc pareil, je vais vous remettre tous les liens donc, sous la description. Et vous pouvez la retrouver. Ton pseudo, il s'écrit comment? Douceur et soutien, c'est avec des tirés, non? C'est avec des points sur quoi? Sur Instagram ou TikTok? Sur Instagram, c'est avec des points. C'est douceur.et.soutien. Voilà. Et sur TikTok, c'est tout collé? Sur TikTok, c'est Laura, douceur et soutien. Ok, voilà. Ils ont pas voulu l'autre, ils sont pas gentils. Mais dans tous les cas, je mettrai les liens, donc vous pouvez la retrouver facilement. Bon bah voilà, encore merci à toi, Bah, merci Laura. à toi, et oui. puis peut-être à bientôt quand tu auras d'autres choses à nous partager sur les réflexes. Encore merci.